En fait, les romans historiques, c'est une façon d'apprendre le monde, d'apprendre la géographie, d'apprendre l'histoire, mais de manière romancée. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parfois que de lire des romans d'histoire, que de lire vraiment des essais ou des études. Et donc, Gilbert Sinoé nous raconte avec énormément d'empathie, on pourrait dire, la façon dont un capitaine de bateau a emmené 935 juifs pour aller aux États-Unis avec escale à Cuba. Mais avant d'arriver à Cuba, il a reçu un ordre de ramener la marchandise, entre guillemets, à Hambourg. Donc c'était niette. Personne ne voulait des juifs. Tout le monde s'insurgeait contre ce qui s'était passé, contre la nuit cristal, entre autres, et personne ne voulait les accueillir. Et c'est justement là-dessus qu'il met le focus. Personne n'en veut, les nazis rient et se disent « Oh ben, c'est normal, personne n'en veut, personne ne veut les accueillir, donc continuons à le faire, puisque c'est comme ça. » Donc c'est très intéressant parce que on va voir comment… Oui, je sais pas, ça va pour vous? Non, c'est cool, là. Non, donc voilà, c'est intéressant de faire tout entre des personnes. Là, ça serait pas. Voilà. Entre les personnes qui sont sur le bateau, qui espèrent justement, certains ont des visas pour aller aux États-Unis, d'autres pas. Cuba, qui à ce moment-là connaît une situation un peu compliquée parce qu'il y a énormément de gouvernements qui se succèdent. On sait bien après, ça va être la fameuse révolution cubaine en 1959, mais là, on est en 1938, 1939. Alors, la seule façon, peut-être, pour évacuer tous ces juifs, c'est de mettre à disposition un bateau. Il faut payer très cher sa place et pouvoir être évacué du pays. Ça, c'est le plan au départ, mais ça ne marche pas aussi bien que prévu, puisque les gouvernements se rétractent, et notamment celui de Cuba. Ça, c'est un roman que je vous propose, pour le roman historique. Et l'autre roman, c'est un roman d'un auteur que vous connaissez bien, c'est Éric Orsena. Bon, qui n'aime pas Éric Orsena? Qui n'a pas lu l'Exposition coloniale? Ça, c'est… Enfin, si vous ne l'avez pas lu, vous devez le lire. Ça, c'est sûr. Alors là, le roman que je vous propose, c'est L'entreprise des Indes. C'est formidable. On est là, on est au 15e siècle, entre le 15e et le 16e siècle, et nous allons aller dans la ville de Saint-Domingue, à Hispaniola. C'est sur l'île de Saint-Domingue, à Hispaniola, où nous allons retrouver Bartolomeo, qui est le plus jeune frère de Christophe Colomb. Et donc, il y a deux personnes qui viennent le voir, parce qu'ils veulent absolument qu'il raconte tout ce qui s'est passé, toute l'histoire de Christophe Colomb. Et donc, comment, petit à petit, par petites bribes, par petites scènes extraordinaires, Éric Orsena nous raconte vraiment comment, au départ, ils s'étaient nés à Gênes, ils sont arrivés à Lisbonne. Et à Lisbonne, Bartolomeo, il s'est engagé parce qu'il était très, très bon dessinateur. Il est devenu cartographe. Et comment, dans cette entreprise de cartographie, il y avait beaucoup d'espions qui venaient voir, parce que tout le monde voulait faire un départ, voulait devenir le découvreur. Et donc, il y avait des cartographes qui devaient faire des fausses cartes. Donc, il fallait absolument faire semblant. On travaillait à des cartes sérieuses, mais les vrais cartographes, ils faisaient autre chose, un peu plus loin. Et donc, c'est tout ça qu'il nous raconte. Il nous raconte aussi comment les voyages avaient décilé, nous avaient désaveuglé les voyageurs, les aventuriers, les Christophe Colomb, en voyant le traitement qu'on infligeait aux indigènes quand on arrivait quelque part. Donc, Éric Orsena a le talent de raconter les choses. Il a un style très, très, très riche. Et c'est un bonheur. Parfois, on doit presque le dire à haute voix. Alors, parfois, ça peut sembler un peu compliqué. C'est pour ça que je vous en propose deux. Soit vous prenez le Gilbert Siloué, Un bateau pour l'enfer, soit vous prenez le Éric Orsena, soit vous prenez les deux.
C'est à vous de choisir, ils sont en poche. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, ça, c'est pour les romans historiques. Alors, au mois de novembre, je vous propose de nous plonger dans ce que j'appelle un roman réaliste. Réaliste naturaliste, si vous voulez. Et c'est avec un auteur norvégien qui est parmi un des meilleurs de ce pays. Enfin, c'est formidable. Quand j'avais lu ce roman, je me suis dit, mais je sens le froid, je sens l'iode de la mer, je sens l'âpreté, je sens le côté brut des gens qui vivent au début du XXe siècle dans une petite île du nord de la Norvège. Ils n'ont rien. Ils ont la mer, donc ils ont des poissons. Et s'ils ont des poissons, ils ont des poissons séchés. C'est la seule façon de survivre. Ils ont quelques pommes de terre, du groseille et une de brebis. Et ils vont vivre là. L'homme, la femme, leur petite fille, que nous retrouverons dans le roman suivant, mais ce n'est pas une série, hein, c'est pas une saga. La sœur de l'homme et le père de l'homme. Et donc, comment vivent ces gens où il n'y a rien, à part eux-mêmes, à part la visite très très rare du pasteur qui vient en bateau, mais ouf, il a le mal de mer, il a peur de venir. Donc voilà, ce sont des petits détails comme ça, mais c'est un roman qui vous reste dans la tête et vous goûtez chaque petite chose, vous goûtez ce poisson, vous goûtez la fraîcheur de l'eau, vous goûtez les saisons qui passent, vous goûtez l'humidité, vous goûtez le froid, vous goûtez l'austérité aussi. C'est formidable. Vous avez compris que c'était un coup de cœur. Alors, le nom du roman, c'est Les Invisibles. Oui, pardon, Les Invisibles. Et l'auteur s'appelle Roy, R-O-Y, Jacobsen. Et c'est paru chez Gallimard en 2017, mais donc on peut le retrouver en folio, donc le format poche de Gallimard. Bon, chaque fois qu'on parle d'un pays ou d'un roman, on va aussi aborder d'autres auteurs. Hein. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est ne pas rester figé sur Donc voilà, on va pouvoir aussi voyager sur d'autres littératures norvégiennes, parce que il y a beaucoup. C'est très riche. Hein. Toute la Scandinavie regorge d'auteurs passionnants, beaucoup de polars, mais pas que ça. Et ceci, c'est vraiment un roman qui vous trotte dans la tête. Alors ça, c'est pour le mois de novembre. D'ailleurs, on peut trouver toute la liste normalement sur Internet. Il faudra demander à Mathias, mais toute la liste est disponible. Hein. Alors, au mois de décembre, je vous propose un roman gourmand. Voilà, il faut un petit peu être un peu plus léger. Donc, c'est un roman qui fait du bien, mais ce n'est pas du feel good. Attention, hein, ce n'est pas la même chose. Et c'est une petite praline d'une autrice indienne. Ça s'appelle Manga Mère de Bulbul Sharma. Bulbul Sharma, c'est une femme qui est plasticienne. Elle a connu un énorme succès avec La colère des aubergines, mais c'est une sacrée tante. Alors ici, c'est l'histoire de femmes qui se retrouvent et qui doivent confectionner un repas. Alors en même temps, on sent l'odeur du curry qui est en train de se faire, on le sent, et elles se racontent des histoires en riant comme des folles, mais surtout des histoires où les hommes sont un peu écorchés, écornés. Et donc, elle nous raconte par exemple ce que c'est d'avoir une belle-mère insupportable qui se mêle de tout, ce que c'est aussi d'avoir un coq qui vous réveille à 3 heures du matin alors que vous pouvez déjà dormir jusqu'à 5 heures. Ben voilà. Donc, on va aussi bien sûr parler d'autres auteurs très connus qui sont des auteurs comme Arundhati Roy, qui est une femme assez connue, ou Amitav Ghosh, ou Salman Rushdie, bien sûr, qui sort un livre là maintenant. Donc, il y aura beaucoup à dire hein, sur la littérature indienne. Normalement, les livres indiens, j'ai remarqué, ils étaient grands comme ça. Donc, c'est minimum 600 pages. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais c'est des romans fleuves. Celui-ci, ça va. Donc, c'est accessible. Hein, je veux dire. Vous n'avez pas passé des années et des années. En plus, c'est tellement drôle que vous avez envie de continuer. Voilà. Donc, c'est pour le mois de décembre, roman gourmand d'une indienne
qui s'appelle Bulbul Sharma. C'est le livre Mangue amer. Alors, en janvier, et ça, c'est pour moi très important d'en parler, on va parler des romans de genre, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en 2023, en Belgique, on est extrêmement ouvert, l'homosexualité n'est plus un tabou chez nous, le mariage des couples du même sexe a été légalisé depuis 2003, malheureusement, ce n'est pas le cas ailleurs, et c'est ce que nous raconte un jeune auteur d'origine polonaise qui s'appelle Tomasz Jedrowski. Et son premier roman, Les nageurs de la nuit, vient de paraître aux éditions La Croisée. Il est paru au mois d'avril, je pense, dernier. Et c'est vraiment un coup de cœur. En fait, lui, il a 35 ou 40 ans maximum, hein, mais il raconte, son héros vit pendant les années 80 en Pologne, à Varsovie, au moment où il y a justement toutes les manifestations et où Solidarność essaye de se faire comprendre et où on enferme, où on torture les opposants et les militants. Et lui, pas l'auteur, mais le jeune personnage, est envoyé dans une colonie de vacances, comme on a fait beaucoup en Pologne dans les années 80, et il est absolument, il découvre malgré lui son attirance pour les autres garçons, en tout cas pour un garçon. Et ça, il est gêné de son corps, il est gêné de ses pensées. Alors, il va raconter tout ça avec énormément de finesse, l'auteur Tomasz Jedrowski. Il va raconter aussi comment c'est difficile en Pologne, en 1980, d'assumer ses origines juives, parce qu'il y a quand même un lourd passé derrière, un lourd passé historique. Voilà. C'est un magnifique roman. Franchement, je vous le conseille. On parlera bien sûr aussi de Philippe Besson, on parlera aussi d'Édouard Louis, qui sont les auteurs qui ont clamé haut et fort leur homosexualité, etc. Mais je trouve que celui-ci, il nous raconte aussi Varsovie des années 80. C'est aussi très intéressant, justement, de déborder le thème et d'aller au-delà aussi, parler aussi de la question juive aujourd'hui, je veux dire, au 21e siècle ou 20e siècle. Donc voilà, c'est pour le mois de janvier. Alors, en février, on va bien sûr aborder un des thèmes majeurs de la littérature, c'est le roman policier. C'est impossible de ne pas en parler, alors j'ai voulu peut-être parler vous proposer Fred Vargas, qui est très connu comme auteur, autrice de polar, ou bien Leonardo Padura, qui est un auteur cubain qui est très connu, très poli aussi. Mais finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas aller en Écosse? Là, il y a un auteur formidable qui s'appelle Peter May, M-A-Y, et qui nous emmène sur une petite île au nord de l'Écosse qui s'appelle l'île de Lewis, où l'inspecteur, qui s'appelle Finn MacLeod, chargé d'une enquête sur 2 assassinats, n'a plus mis les pieds depuis 18 ans. Donc, en fait, on va découvrir par les yeux de cet inspecteur, qui avait quitté volontairement son Écosse natale, en tout cas sa région natale, il va retourner là. Et dans cette île de Lewis, on va découvrir qu'on se chauffe encore à la tourbe, mais au XXe siècle. On pratique le sabbat chrétien encore, et on parle la langue gaélique. Et donc, on va revenir dans l'enfance, à l'enfance de cet inspecteur qui a dû parler anglais alors que chez lui, on parlait gaélique. Donc, c'est toutes ces pratiques aussi qui ont changé. Et comment vit-on dans le Nord, comme en Norvège, comment vit-on dans une île au XXe siècle, ici, comment vit-on au XXIe siècle sur une petite île, Lewis? Voilà, c'est intéressant. Peut-être que vous avez vu le film de Louis Lanners, il parlait d'Écosse, oui, vous avez vu. Hein. Là-bas, c'est même ce même genre de paysage un peu désert, un peu âpre, aussi un peu brut, mais c'est très bien écrit, hein, parce que c'est Peter May, c'est un tout grand. Hein. Voilà. Donc il a écrit, je ne sais pas combien de romans. Alors, le titre, je ne vous ai pas dit ça,
C'est l'île des chasseurs d'oiseaux. Parce que c'était une tradition. Chaque année, à une certaine époque de l'année, les pêcheurs partaient chasser des oiseaux. C'était une tradition. Alors, vous comprendrez pourquoi en le lisant. Mais il y a énormément de choses sur la tradition cette petite île. Voilà. Donc, ça, c'est pour le mois de février. Au mois de mars, c'est le roman d'anticipation ou de science-fiction. Ça ne vous a pas échappé. Hein. On ne parle plus que d'intelligence artificielle. Enfin, on ne parle plus que de ça, hein, vraiment. Eh bien, en 2017, non, après 2017, l'auteur d'origine japonaise Kazuo Ishiguro, il a reçu le Nobel en 2017. Il s'est intéressé justement à ces robots qui sont créés pour assister des enfants. Et donc, dans son livre qui s'appelle Clara et le soleil, qui est aux éditions Gallimard et à mon avis, il est en folio, il nous raconte l'histoire d'une AA, une amie artificielle. Les AA, c'est les amis artificiels, un robot de pointe créé spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Alors, tous les jours avec ses compagnes, AA, donc Clara, et devant la vitrine où elle est exposée. Et elle espère, avec sa copine, une autre Noé, je crois qu'elle s'appelle, qu'elles vont être choisies. Mais les gens passent, s'arrêtent et repartent. Et donc, c'est aussi la vie vue de l'intérieur d'un cerveau d'une AA. Et donc, petit à petit, elle va être repérée par une jeune enfant qui est malade, mais qui veut absolument la voir chez elle. Et la mère se braque un petit peu, et puis finalement, on va accepter. Et donc, c'est comment on vit quand on est un robot, aux côtés d'une fille qui est malade et qui a parfois des sauts d'humeur un peu compliqués. Comment vit-on quand on se rend compte d'un plan épouvantable, parce que c'est un peu de polar quand même, mais ce n'est pas de polar. Comment vit-on avec une enfant malade dont les parents se demandent si on peut pas? Je ne vous dis pas la suite. Voilà. Absolument. Il s'appelle Kazuo, Kazuo, Ishiguro, Ishiguro, c'est donc prix Nobel 2017. Hein. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Vestige du jour? Olivier, bien sûr. Le film, magnifique, hein. Mais le livre est aussi bien que le film. Enfin, disons que le film a donné envie de le lire. Voilà. Eh bien, c'est l'auteur de Vestiges du jour. Et donc, le roman s'appelle Clara et le soleil. Et c'est chez Gallimard. Ou bien Folio, hein, dans ses poches. Donc, ça, c'est pour le mois de mars. Au mois d'avril, on ne peut pas ne pas en parler non plus, le féminisme. Vous allez dire, oh, encore, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais pas n'importe quoi. On va en Afghanistan cette fois-ci. Et il y a plusieurs façons d'aborder le féminisme. Il y a bien sûr des femmes comme Myriam Leroy qui le disent très, très crûment. Il y a des récits, enfin, il y a énormément de récits. Annie Ernaux aussi a parlé aussi de sa vision du féminisme sans dire que c'est du féminisme. Hein. Il y a plusieurs façons. Eh bien, l'auteur que je vous propose, c'est Nadia Hashimi. H-A-S-H-I-M-I. Et le roman s'intitule La perle et la coquille. Et c'est paru aux éditions Milady en 2015. Alors là, c'est un magnifique conte familial qui va vous raconter le combat des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. Alors nous sommes à Kaboul en 2007. Les talibans font la loi dans les rues et très vite, Rahima et ses sœurs, l'interdiction de sortir. Ce sont plusieurs filles. Et le père leur interdit de sortir dans la rue parce que de plus en plus des bandes de jeunes les coincent dans
dans les ruelles et tente de les violer et de les maltraiter. Et donc, le père refuse que les filles retournent à l'école. Mais Raïma adore l'école. Et Raïma ne peut pas s'imaginer rester à la maison tout le temps. Les tâches ménagères, c'est pas tellement son histoire. Et finalement, la mère va trouver une solution qui existe vraiment. Comment fait-on? Voilà, exactement. Et donc, c'est ça. Elle va être déguisée en garçon et va suivre toute sa scolarité. Et ce qui est formidable, c'est la manière dont cet auteur, Nadia Hashimi, raconte les petits détails. Par exemple, quand elle arrive à la rentrée scolaire suivante, le professeur la regarde. Et dans cette petite phrase, la façon dont il raconte ça, on sent que le professeur sait, mais qu'on l'accepte. Ah, je vous assure, c'est formidable, hein, ce roman. Voilà, c'est basé sur des faits réels. Ça, c'est pour le mois d'avril. Et enfin, au mois de mai, là, il y a deux possibilités. Il y a sûrement trop de personnes qui l'ont lu, enfin, tant mieux. Donc, si jamais, soit le mardi, soit le jeudi, trop de personnes l'ont lu, on changera. Donc, il y a un roman politique, ou en tout cas qui s'en inspire. Oui. Ah non, il n'y a pas. Non, désolé. Non. Et il s'est désisté, le monsieur, il a un problème. Voilà, alors, soit on parlera du livre de ce politologue et essayiste italien, vous avez certainement entendu parler de lui, Giuliano di Empoli. Oui, non? Oh, quelle chance! Si vous ne l'avez pas lu, quelle chance pour vous d'aller le lire. Alors, je vais vous raconter ce que c'est. Ça s'appelle Le Mage du Kremlin. Oui. Ah, quand même. Ah, quand même. Bon. Alors, c'est en deux mots pour ceux qui n'ont pas lu. C'est un roman inspiré par la vie du conseiller de Vladimir Poutine, Vladislav Surkov. En fait, dans ce roman, Vadim Baranov, personnage fictif, va nous raconter l'ascension de Poutine, l'homme fort choisi pour remettre de l'ordre dans cette Russie totalement corrompue après la chute du mur de Berlin. La Russie a complètement changé, c'est devenu une cour où oligarques et courtisans bradent le pays, vendent toutes les ressources aux grandes métropoles étrangères. Le bling-bling a remplacé l'austérité du quotidien et les gens finissent par se demander pourquoi c'était mieux avant. C'est toujours un peu comme ça. Et donc, Boris Eltsine n'est plus crédible, il est devenu lui-même plus du tout fiable et il est très, très vieux. Il est ivre tout le temps. Et donc, Vadim Baranov, dans le roman, hein, attention, hein, c'est pas l'histoire vraie, mais enfin, c'est inspiré du vrai conseiller, qui est un homme de théâtre et qui est un homme du showbiz, va aider, il est appelé pour finalement guider cet homme qui travaille dans l'ombre du KGB, qui s'appelle Vladimir Poutine et que personne ne connaît. Et il va l'aider à devenir le numéro 1 en Russie. C'est passionnant, hein. Je vous assure que moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ça. J'ai peut-être plus appris qu'en lisant les articles. Donc, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et sinon, je vous en propose un autre. C'est un roman qui est paru le 18 août aux éditions de l'Olivier. C'est le prix Pulitzer de cette année. Le prix Pulitzer est décerné chaque mois de mai. Et là, c'est un auteur américain d'origine argentine qui s'appelle Hernán Díaz, mais qui vit aux États-Unis, hein, et qui a écrit un livre qui s'appelle Trust. Alors, Trust nous plonge dans les années 30. On est en pleine récession économique, la crise financière, le crash boursier, etc. Tout le monde s'endette, c'est impossible, il y a la misère qui s'installe aux États-Unis. Tout le monde, sauf un. C'est un homme, lui,
a une fortune déjà assez colossale parce que son père, qui est un immigré qui est arrivé aux États-Unis, s'est rendu compte qu'en fait, le paraître était très important. Et dans le paraître, il y avait quoi? Le fait de fumer. Pour un homme, fumer, c'est viril. Pour une femme, c'est pas mal aussi. Hein. Mais pour un homme, et donc, il a développé l'industrie cigarière, on dit, cigarettière aussi. Donc, c'est toutes les grandes Steve Adams, etc., qui sont héritières de ce moment-là. C'est une fiction, hein, mais inspirée sur, bien sûr, une réalité économique. Et donc, il a développé cette plantations un peu partout, aux États-Unis, à Cuba, enfin, voilà. Et le fisc, lui, il n'y a que les chiffres qui l'intéressent. Il s'en fiche complètement de ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer l'argent. Il va vendre tout. Il va être un des premiers à racheter les entreprises qui sont en ruine. Et il va les remettre. Il va jouer en bourse. Et c'est passionnant. Parce que là, vous comprenez comment on fait. Comment on peut faire plonger les banques, mais aussi comment on fait plonger une entreprise. On voit d'ailleurs les bourses qui annoncent toujours Bayer, MT, ou bien, surtout pendant la guerre, pendant la crise du Covid, on voyait bien tout ce qui montait, tout ce qui descendait. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille vivement, ça s'appelle Trust. À mon avis, ce ne sera pas en poche cette fois-ci. Et la traduction est très, très bonne. C'est signé Nicolas Richard. On ne parle jamais assez des traducteurs. Les traducteurs sont vraiment des auteurs à part entière qui doivent parfois réécrire un roman, que la langue soit aussi belle que dans la langue originale. Donc voilà. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus. Oui, alors l'auteur, il s'appelle Giuliano Giuliano da Empoli. Empoli, E-M-P-O-L-I. Voilà. Vous demandez à Mathias? Voilà. Hein, parce que oui. Alors, comment ça se passe? D'abord, on n'est pas comme ça, on est tous en rond. Hein. Voilà. Vous devez avoir lu le livre. Ça, oui. Donc, la liste, elle est disponible. Et il y a juste le dernier que je n'ai pas mis sur la liste que je vais demander à Mathias à rajouter, le trust. Donc, tous les mois, on se retrouve, soit le mardi, c'est complet, mais soit le jeudi, par exemple. Ça dure 1h30. Je fais un petit topo sur d'abord l'auteur, qui est l'auteur, ce qu'il a fait, et puis après, on parle aussi des courants littéraires importants de ce pays-là. Très important. Après, je vous poserai la question de ce que vous pensez du roman, et puis on terminera par des lectures récentes que vous avez faites ou que j'ai fait, parce que c'est toujours bien. Et je vous envoie à tous, après, le compte-rendu. Comme ça, vous avez tous les détails. Voilà. Donc c'est convivial, hein. C'est pas du tout, c'est pas un cours, c'est un échange avant tout. Voilà. Tout, voilà. Toi, tu n'es plus venu depuis très longtemps. C'est le jeudi matin, de 10h30 à midi. Oui, je sais, c'est difficile. Il y a énormément d'activités cette année. Oh, il y en a de plus en plus. C'est très vite. C'est sur le site de Bruxelles ou Non, ce n'est qu'à Bruxelles. Hein. Que à Bruxelles. Et comme en général, tout le monde ne sait pas où. Alors, on ne sait jamais où va avoir lieu la séance. Donc, Mathias, normalement, il envoie à tous les participants la classe dans laquelle aura lieu
la séance, si vous voulez, le cercle, et on se retrouve après, quoi. Mais si vous avez peur de vous perdre, on se retrouve au secrétariat, donc 20 minutes avant, ou plus tard, et on nous emmène jusqu'à la place. Ça change tout le temps. C'est vrai? Voilà. Donc, c'est varié, c'est surtout voyager, mais aussi essayer de réfléchir. Ce sont des romans, enfin cette année, des romans qui sont, parfois on va me dire, oh, mais c'est un lourd, hein, tout ce que tu prends. On a déjà dit, et oui, mais c'est vrai que la littérature est souvent tragique, dramatique. Il n'y a pas tellement de romans rigolos, à part celui de cette autrice. L'entreprise des hommes. Et je me suis dit, enfin, est-ce que Ursula a sa vie la vérité? Oh, c'est toujours très, très documenté ce qu'il fait. Hein. Terrible, oui. Non, ah oui, oui, oui. Oui, vraiment. Donc, il a une part de fiction, bien sûr, dans tout ce qu'il fait. Hein. L'humour, c'est lui, ça. Il a un humour fou, cet homme. Il a d'abord du style. Oui. Il a une connaissance du monde. C'est lui-même un navigateur. Hein. Il est navigateur lui-même. Hein. Oui, oui. Donc on sent dans ses livres le goût de la mer, l'appel de la mer. Parce que c'est de ça qu'on va parler aussi. Christophe Colomb ne peut pas rester en place. Il va suivre un peu les cours de cartographie, etc. Mais il ne veut qu'une chose, c'est partir, partir, partir. Alors, son petit frère, il le prend un peu comme l'homme à tout faire. Celui qui doit aller chercher des fonds, parce qu'en fait, normalement, c'était l'Espagne. Non, et le Portugal. Voilà. Mais l'Espagne devient un peu réticente parce qu'elle a déjà pas mal financé les aventuriers, disons. Et donc, le Portugal, c'est pas mal aussi. Donc, il y a aussi comment ça se passe de l'intérieur, comment on fait. Il faut démarcher tout le temps, et la cour, et les ministres, et ceux qui peuvent nous aider, et puis aussi avoir un bagage suffisant, et qu'on vous croit, qu'on vous confie quelque chose. Et quand vous partez sur la mer, avoir aussi de quoi faire du troc lorsque vous arrivez sur une île. Qu'est-ce que vous allez donner? Par exemple, vous allez donner des miroirs, vous allez donner des choses qui sont banales pour le portugais, par exemple, mais pas pour les habitants des contrées. Voilà. J'ai aussi frappé dans ce livre par l'approche de l'étude, de la manière dont traitait oui. Les indigènes. Les indigènes, oui. Et Pétris, qui était tout à fait. Ah oui, mais c'était les missionnaires. Hein, non, c'est exactement. Oui. Il y en a un, bon, c'est celui de Mangamer. C'est un livre gourmand. Pour ne pas dire roman feel good, etc. Voilà. Bon, merci beaucoup. je vous en prie. Merci. Donc, si vous voulez parler. Merci. Voilà. Ah, c'est mieux. Alors, je peux vous dire un petit mot peut-être si vous voulez des après-midi à l'opéra, mais peut-être pas, si vous avez envie ou pas. Alors, les après-midi, un après-midi à l'opéra, c'est une séance que je vous propose 6 fois, en fonction de 6 opéras qui me semblent les plus importants parmi les propositions lyriques cette année. Il y a des opéras qu'on attend avec énormément d'impatience. C'est par exemple le retour de Jean-Louis Grinda, qui était l'ancien, qui dirigeait l'Opéra Royal de Wallonie. C'était à Liège. Il est parti, il a dirigé l'Opéra de Monte Carlo, qu'il dirige toujours, et puis maintenant il dirige les chorégies d'Orange.
Et il revient mettre en scène Idoméneo de Mozart. Donc ça, c'est quand même un événement parce qu'il fait des mises en scène très régulièrement à Orange, mais aussi à Monte-Carlo. Et là, cet opéra de Mozart, c'est d'abord un magnifique, c'est le troisième opéra seria de Mozart. Et on va voir, parce que là, je ne peux pas vous parler maintenant de ce qu'il fait, mais ces après-midi opéras, c'est surtout prendre le point de vue du metteur en scène. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'aller voir des opéras, des classiques, et puis découvrir parfois avec horreur à quel point les metteurs en scène ont tordu complètement le sens. Je me rappelle d'un Don Giovanni, pourtant c'était un très très bon metteur en scène, mais il avait changé un peu dans sa mise en scène le sens même, où finalement Don Giovanni et son amoureuse tuaient ensemble le père. Alors, ça n'existe pas. Donc voilà, il y aura toujours un travail sur l'option de mise en scène, parce que ça, c'est très important. Et bien sûr, les chanteurs, hein. Mais l'option de mise en scène, c'est ce qui, pour moi, est le plus important dans un opéra, par l'œuvre. Parce que l'opéra, c'est un spectacle total. C'est-à-dire que vous avez les chanteurs, mais qui de mieux en mieux jouent sur le plateau. Vous avez un décor, vous avez la voix, bien sûr, et puis vous avez l'option de mise en scène qui peut vous aider parfois à cerner des détails dans l'œuvre. Les œuvres sont assez succinctes en général à l'opéra. C'est pas comme des romans. En roman, on a énormément de détails, de psychologie. L'opéra est un peu plus simple, mais donc la mise en scène est essentielle. Ce n'est pas exclusivement l'opéra de la Monnaie. Non, alors il y a 4 opéras de la Monnaie et 2 opéras de l'Opéra Royal de Wallonie. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour l'Opéra Royal de Wallonie? C'est d'abord Idoméneo, mais on parlera, cette première séance, c'est d'ailleurs lundi prochain, la première séance, on parlera aussi de la création mondiale de Bernard Faucroul, qui vient de créer Cassandra, que j'ai eu l'occasion de voir dimanche, et je vous assure que je ne suis pas fan de musique contemporaine, mais là, c'est formidable hein, comment il a réussi à parler en allant rechercher le personnage de Cassandra, un personnage mythique grec, comment il la renvoie à une femme d'aujourd'hui qui dit attention, on va droit dans le mur. On pense à Greta Thunberg, bien sûr, mais ce n'est pas un opéra écologique, mais c'est un opéra qui parle de ça aussi. Qui parle de la façon dont on ne veut pas entendre. Cassandra, c'est celle qui ne peut plus être entendue parce qu'elle s'est refusée à Apollon. Donc Apollon lui a dit tu vas continuer à parler, mais plus personne ne comprendra ce que tu dis. Et donc elle va parler, mais dans un langage et personne ne comprend ce qu'elle dit. Or elle met en garde, attention, n'acceptez pas le cheval. Ne l'acceptez pas, vous courez à votre mort, etc. Personne ne l'écoute. Et ici, c'est un peu il revisite ce mythe, si vous voulez. Les opéras dont vous parlez, c'est tous en costume civil maintenant ou bien? Ah, écoutez, je ne sais pas, il y en a, je ne peux pas vous dire. Moi aussi. Je vous le dirai, je peux vous parler de Cassandra parce que je l'ai vu. Oui. Idoméneo, je vous en parlerai parce que je vais le voir demain. Oui. Et puis, les autres opéras que je vous propose, c'est par exemple... alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bastarda. Bastarda, c'était un montage très subtil de plusieurs opéras qui parlaient des Tudors. C'était Donizetti. Hein. Donc, 4 opéras de Donizetti, et on racontait comment Élisabeth était devenue reine et comment, qu'est-ce qui se passait dans cette cour. C'était passionnant, passionnant. Eh bien, le même principe va être créé pour Verdi. Ils vont proposer un montage, donc Luca, et d'autres, Peter de Caluet et Christian Lochamp aussi, qui est un dramaturge,
ils vont faire un montage des opéras de jeunesse de Verdi. Ils vont parler de la Révolution. Est-ce qu'on peut encore se révolter aujourd'hui comme on a pu se révolter pendant la Révolution française? Est-ce qu'on s'est révolté en 1968? Et aujourd'hui, qu'en est-il de nos révoltes? Ça, ce sera le fil conducteur de cette production. On va parler énormément, et ça, c'est gros événement de cette saison et la saison prochaine pour la Monnaie, c'est la tétralogie de Wagner qui va être montée par Romeo Castellucci, qui est un metteur en scène italien et qui est demandé partout. C'était un des chouchous du Festival d'Avignon quand il faisait que du théâtre. Et puis, on l'a découvert aussi dans ses mises en scène d'opéra. Et c'est Alain Altinoglu qui va diriger. Donc, c'est vraiment, ça va pas être rien du tout. Ça va valoir le déplacement. On racontera si c'est vraiment bien, si on respecte un petit peu l'humeur de ces livrets de Wagner. Et il y avait une espèce de petite montagne qui montait tout les hommes établis comme pendant la guerre avec un chapeau roux et voilà. Et on se disait, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor. Pas lire ce qui se passait, je ne comprenais pas. C'est très intéressant. Ce sont des questions, en fait, que je me pose moi aussi. Moi, je vais à l'opéra depuis les années 96, 98, et ça ne me dérange pas qu'on essaye de mettre des costumes modernes si on a bien respecté ce que raconte l'opéra et qu'on respecte aussi l'interprétation musicale et lyrique. Ça ne me dérange pas qu'on mette un costume si c'est un caprice du metteur en scène, mais que ça ne va pas entamer la compréhension de l'opéra. Ça dépend. Il ne faut pas non plus être trop fermé. Attention, parce que sinon, on va plus jamais bouger. Plus jamais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le Requiem de Castellucci l'année dernière à la Monnaie. C'était formidable. Et pourtant il y avait des pinceaux, il y avait de la peinture, il y avait le drapeau ukrainien qui était sur scène. Mais c'était une beauté. Les chœurs étaient magnifiques. Donc, très souvent, donc laissez-vous porter parfois. Bien sûr, on peut râler, quand on n'aime pas. Surtout que ça coûte cher l'opéra. C'est très cher. Je ne sais pas, moi, des gens qui baladent plus nus. Oh, écoutez, mais alors il n'y allait plus. J'ai vu à Anvers. Mon quelle horreur! En train de faire l'amour. Je suis désolée. Ils font l'amour, vraiment? Ah ben oui, c'est pas en tous les cas, il devient vachement bien. Oh, quelle horreur! Voilà, donc il y a celui-là, donc on va parler. Il y aura aussi le nez de Rimsky-Korsakov, qui avait été mis en scène déjà par Dmitri Tcherniakov, qui est un metteur en scène russe. Et là, c'est une reprise, on peut en parler, c'est vraiment formidable. Il y a aussi oui, attendez, il y a le nez et je ne me trompe pas. Il y a le conte du tsar, pardon, c'est le conte du tsar Saltan qui va être repris de Dmitri Tcherniakov, qui s'est inspiré d'un poème de Pouchkine. Ça, c'est un excellent spectacle. Donc, Tcherniakov, il a fait des choses tout à fait peu recommandables, et puis d'autres qui sont formidables. Et là, dans le conte du tsar Saltan, c'est un conte, donc c'est l'histoire d'un roi qui veut absolument, un tsar et un roi qui veut se marier, et il cherche une épouse, et c'est finalement un ami lui propose ses 3 filles, ils choisissent. Et il va choisir la plus jeune. Alors là, on est un peu dans l'univers de Cendrillon, et les 2 autres râlent parce que pourquoi c'est la plus jeune et pourquoi. Et donc, elles vont tout faire pour empêcher une harmonie entre
le roi et sa femme. Il doit partir beaucoup à la guerre, lui. Et elle attend un bébé. Et quand l'enfant naît, elles font parvenir jusqu'au roi, les deux sœurs, un message comme quoi l'enfant est tout à fait anormal. Et donc le roi ordonne pour mettre cette femme, sa femme, et l'enfant dans un tonneau, un fût en tonneau, et qu'il soit porté par la mer. Le fût arrive sur une île encore. Et là, la reine va vivre avec son enfant. Et petit à petit, elle va rencontrer la nature, etc. Je ne vous raconte pas la suite, mais c'est un très beau conte qui se termine très très bien. À la différence près que Dmitri Tcherniakov, plutôt que de faire un enfant, c'est un enfant un peu particulier parce qu'il est élevé en solitude. Il n'y a pas d'enfant autour de lui. Donc là, il a pris, il s'est intéressé à l'autisme. Quelqu'un qui est un peu dans son monde aussi et qui va s'entendre très bien avec les animaux, avec les cygnes, avec les poissons. Et donc, c'est très, très fort. Il y a un travail aussi graphique, vidéaste autour de cette production qui est magnifique. Donc ça, c'est pour le mois de décembre. Et puis alors, vous avez il y a encore en avril, vous avez Pélias et Mélisande. Donc là, c'est une mise en scène. Vous allez peut-être hurler, hein, madame. Mais c'est André Barbet et Renaud Doucet. Donc c'est un couple dans la vie et de metteurs en scène. L'un est chorégraphe et a beaucoup travaillé dans les théâtres et dans les spectacles de ballet. Et l'autre est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup l'image. Et ensemble, ils ont mis en scène quelques opéras. Donc, j'imagine que ça ne va pas être traditionnellement monté, parce qu'il y a toujours un travail de vidéo aussi. Donc, on va voir. Donc ça, je pourrais vous en parler quand je l'aurai vu. Voilà. Et puis, enfin, la dernière partie, c'est l'opéra de Puccini, qui est inachevé à sa mort, en 1924 à Bruxelles. Donc, Puccini meurt. Et Turando, voilà, qui a été... il a été... je ne sais plus qui est celui qui l'a... Oui, c'est Franco Alfano qui va terminer cet opéra. Et c'est le metteur en scène belge Christophe Coppens, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui faisait les chapeaux d'un chapelier très connu, qui était vraiment, je pense qu'il a même fait des chapeaux pour les reines, je ne sais plus, Elisabeth II, ou bien... En tout cas, lui, il adore tout ce qui est mise en scène. Il avait fait un très bel opéra, les Fox. Et là, ce sera sous la direction de Kazushi Ono, qui était donc l'ancien chef de la Monnaie du temps de Bernard Popol. Et on va voir ce que ça donne. Ce sera au mois de juin. Et voilà. Non, c'est fini. Sauf s'il y en a qui veulent poser des questions. Je sais pas, il y a des personnes qui veulent poser des questions. Pour les personnes qui sont à distance, n'hésitez pas à appuyer sur la barre d'espacement de votre clavier pour poser votre question à Madame Devac, si vous en avez. Et si en salle vous avez une question, n'hésitez pas à la poser non plus. Il y en a déjà eu pas mal, des questions. Voilà. Et Oui, bien, monsieur. Donc, je pense qu'on va avoir c'est lors desquels on change sur tous ces aussi d'aller voir. Non, ça c'est vous tout seul qui vous occupez d'aller voir votre opéra. Et c'est pour ici c'est un partage, mais en général je propose la séance plutôt pour préparer, parce que c'est la veille de la première ou c'est le lendemain de la première. Enfin moi je vais à la générale en général pour avoir le temps de pouvoir commenter, digérer, voir, parfois entendre un metteur en scène qui parle, ou bien un chanteur. Par exemple, il y a Lionel Lott, on va essayer de l'avoir en interview. On aura Jean-Louis Granda lundi, parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi il a choisi Idoménée. Quand il veut monter cet opéra, ça lui fait quoi de revenir justement travailler avec
l'orchestre de l'ORW. Donc, il y a des tas de choses qui peuvent se dire. Donc, c'est plutôt une présentation, mais tant mieux si vous connaissez l'œuvre, là, il y aura du dialogue. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas.